Les deux matchs gagnés facilement face aux trop limités Metz et Angers au Parc ont quand même eu du mal à panser les plaies de la nouvelle élimination au huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Surtout assorti d'une défaite à domicile et d'une prestation terne et sans envie, en total décalage avec les intentions affichées avant la rencontre. Aussi, c'était avec une impatience non dissimulée qu'on attendait le déplacement à Nice d'hier après-midi, pour commencer, sinon d'effacer, mais du moins de tourner cette page noire de l'histoire du club. Nice, un adversaire a priori moins complaisant que la majorité des autres équipes de Ligue 1 et dont on espérait qu'il jouerait le jeu et nous offrirait une opposition de qualité, digne du changement d'heure de programmation du match, afin de permettre aux téléspectateurs asiatiques d'apprécier notre championnat national. Eh bien, je pense que comme nous, ils n'ont pas été déçus du spectacle, car le suspense, comme la qualité de l'opposition, était au rendez-vous. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est le 30e podcast du Club Paname avec Olivier en animateur et notre équipe du soir. Drayas, orphelin de Basto, qu'il a lâchement abandonné pour aller faire du ski. Bonsoir Drayas, pas trop triste? Non, ça va très bien. Bonsoir Olivier. Et Clément qui commence à prendre ses marques dans l'équipe. Bonsoir Clément, comment vas-tu? Ça va, un peu démoralisé par ces dernières semaines, mais ça va. Bah là, le moral revient un peu, non? Non. Non, bon, ok. J'essaye de forcer un petit peu, mais je suis comme toi, j'ai un peu décroché depuis le Real. Alors au sommaire aujourd'hui, l'actualité bien sûr, avec l'analyse de cette belle rencontre d'hier à Nice. Puis notre rubrique Gros Plan, qui après s'être intéressé la semaine dernière aux changements qui apparaissent souhaitables dans la gouvernance sportive, puis au profil d'entraîneur à privilégier pour succéder à Emery qui partira normalement en fin de saison, va maintenant se pencher sur l'effectif et sur les corrections qu'il semble souhaitable à chacun d'y apporter à l'intersaison, après 5 ans d'immobilisme ou pire de mauvais choix. Mais on va commencer sans plus tarder par l'analyse de la rencontre face à Nice, qui avait battu le Paris Saint-Germain 3-1 l'an dernier à l'Alliance Riviera, précipitant la perte du titre, mais qui avait été défait au Parc à l'automne cette année 3-0. Victoire accrochée des Rouges et Bleus hier 1-2, avec pour Paris des buts de Di Maria 21e et Alves 82e, alors que pour Nice, c'est Saint-Maximin qui avait ouvert la marque à la 17e. Alors d'abord, messieurs, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Clément, tu veux bien commencer? Ouais, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce match? Le côté un peu NBA de la partie, avec deux équipes très tournées vers l'attaque, une belle intensité, des belles occasions de chaque côté. Une charnière centrale très solide, notamment Kimpembe que je trouve impressionnant match après match et vraiment solide dans ses prestations et également je trouve dans l'impression qu'il donne sur le terrain vis-à-vis de ses coéquipiers. Et ensuite, voilà, le fait que le match se passe à 13h, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et, j'espère revoir de belles affiches l'année prochaine à cet horaire. Avant de passer la parole à Drayas, moi j'étais un peu déçu par Kimpembe. T'as pas eu l'impression qu'il se faisait un peu bouffer par le vieux vicelard de Balotelli? Non, c'était un match d'une intensité entre les deux qui était assez impressionnante. Balotelli a quand même fait un beau match. Je trouve qu'il lui a rendu l'appareil. Il a fait quelques interventions de haute volée, dont un où il prend le ballon devant Balotelli vers la fin du match avec beaucoup d'autorité. Moi, je l'ai trouvé franchement convaincant. Ok, Drayas, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Déjà, je suis un petit peu plus Team Olivier pour Kim, mais je reviendrai dessus dans les top flops. Dans ce que j'ai aimé dans le match, déjà, c'est le match. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un match aussi plaisant en Ligue 1 et en plus dans un très très bon état d'esprit, que ce soit les joueurs, que ce soit l'arbitre, tout a été dans le sens de faire un bon match. Et c'était cool, et on a eu aussi un match à intensité ce même jour, mais avec un état d'esprit déplorable le soir entre Marseille et Lyon. Et ce match-là a été délicieux, c'était un véritable bonbon. Et en Ligue 1, voir ce genre d'opposition, c'est très rare. L'arbitre, ouais, aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des erreurs d'appréciation, il y a un péno, il y a peut-être un jaune pour Ballot justement sur Kim.
mais c'est un arbitre qui aime laisser jouer, c'est un arbitre qui est jeune, c'est François Le Texier, ça fait un petit moment que je trouve très avantageux quand il est sur le terrain. Sinon, j'ai aussi aimé le milieu aligné, c'était le même milieu qu'au mois de novembre, avec une triplette 6-8, 6-8, 8-10, avec Draxler, Rabiot et Verratti. Rabiot a peut-être mis un peu plus de temps à comprendre où il serait le plus utile. En deuxième mi-temps, il était bien meilleur, mais d'une manière générale, j'ai apprécié revoir ce milieu. Le duel Kim-Ballot, qui a été super sympa à suivre, où les deux se rendaient coup pour coup. L'un dans l'autre, je trouve que Ballot a quand même plus ou moins remporté le duel. J'ai beaucoup aimé aussi l'entente sur les ailes, notamment Di Maria, Berchiche. Notre réaction après le but, je trouve qu'on est rentré peut-être un peu timidement dans le match, enfin en tout cas plus timidement que Nice, mais après le but on a tout de suite su se concerner et j'ai trouvé ça très bien, et d'une manière générale une très bonne tenue globale du match par le Paris Saint-Germain. Oui, on a l'impression que quand il y a un entraîneur qui aime le jeu et qui aime faire jouer son équipe, eh bien l'opposition au PSG, même s'il est une fois de plus défaite, reste intéressante, et on peut tirer un coup de chapeau à Favre, qui est un des entraîneurs les plus intéressants de notre Ligue 1 et qui fait bien jouer son équipe et qui a pris tout à fait la mesure de ce match pour proposer une très très belle opposition. Maintenant, on va passer à ce que vous avez moins aimé dans ce match. Drayas, tu commences ? J'ai pas aimé la fausse bonne pelouse. C'était une pelouse, on avait un peu l'impression qu'elle était repeinte. On a eu un nombre de chutes assez incalculable sur le match, dont certaines auraient pu mener à des blessures. Je pense notamment à Berchiche. Et enfin, j'ai pas aimé, mais ça c'est un défaut récurrent au Paris Saint-Germain, une ligne milieu-attaque qui était défaillante en pressing. Oui, Nice a pu lancer et très rapide pour lancer des contre-attaques, avec notamment un peut-être plus discret que Balotelli, un fabuleux Série, qui est en premier rang de lancement, qui est extrêmement efficace, mais on ne pressait pas assez. On ne pressait vraiment pas assez. Et c'est peut-être symbolisé plus particulièrement par Rabiot en première mi-temps, mais d'une manière générale, que ce soit la ligne de devant ou la ligne de milieu, au niveau du pressing, c'est défaillant, ça reste défaillant et ça continue d'être défaillant. Oui, tu faisais référence dans ce que tu as aimé à l'alignement à nouveau de cette ligne du milieu de terrain qu'on avait apprécié à la mi-saison avec Draxler qui est un élément un peu plus offensif que les deux autres. On a l'impression que le ressort a peut-être été un peu cassé par le fait que ces joueurs sont moins alignés ensemble et on n'a pas retrouvé l'équilibre et les alternances qui nous avaient séduits lorsqu'ils avaient été mis en place. Qu'est-ce que tu en penses actuellement ? Je trouve qu'on les a pu se retrouver déjà en deuxième période. C'est Rabiot, alors j'allais en parler dans les top flops aussi, mais Rabiot qui se positionne trop par opposition à la deuxième période où il est plus en projection. Et d'une manière générale, je trouve que Draxler, qui a été décrié par Bravo, mais enfin à revenir dessus aussi, que c'est un joueur qui justement apporte beaucoup défensivement parce qu'il est disponible et qui permet de se sortir des situations de pressing adverse. Mais d'une manière générale, je ne sais pas si c'est le ressort avec ces trois joueurs qui est cassé, je pense que c'est le ressort qui est cassé avec l'entraîneur, où ça fait trop longtemps, indépendamment des équipes qu'on a, où on a un pressing défaillant et où il est trop facile de passer dans l'axe. Alors, quand on est tombé sur Nice, tout de suite, c'est autre chose. Parce que Nice a des vrais arguments pour réussir à passer dans l'axe, mais cette notion de pressing défaillant, c'était aussi contre Metz, et c'était pas le même milieu, c'était aussi contre etc. Et je pense pas que ce soit vraiment les trois joueurs, je pense plus que c'est le coach qui a du mal à mettre ça en place avec cette équipe en tout cas. Clément, qu'est-ce que tu as moins aimé dans ce match ? Moi, à contrario, j'ai pas trop aimé le côté gauche. Je trouve que, j'attends avec impatience le fait que Di Maria parte de notre club parce que je trouve que on se sent un peu obligé de le mettre titulaire alors que franchement il loupe tout. Ok, il sauve son match par un beau dribble et un but, mais moi ce joueur me désespère. J'en peux plus. En plus, je trouve que une opposition comme Nice met un peu en avant le fait que nos joueurs gardent trop le ballon. On sent, quand on voit les combinaisons de Nice qui se jouent tout à une touche de balle, qui part dans le dos de nos défenseurs, je trouve que ça c'est du beau jeu. Et nous, nos joueurs, ils gardent la balle 4-5 fois. Ils attendent qu'il y en ait un qui se démarque, il n'y en a pas un seul qui bouge.
j'en ai un peu marre de ce style de jeu et vivement qu'on foute le 4-3-3 à la poubelle. Et pour terminer, j'ai l'impression qu'on a remplacé Cavani par Brandao. Donc c'est pareil, je pense que son temps est révolu. Ouais, dis donc, t'es drôlement agressif là sur cette fin de saison. On a l'impression de revoir peut-être un petit peu accentué par le fait que la saison est plus ou moins terminée. On a l'impression de revoir les défauts de jeu collectif qu'on voit depuis surtout le début 2018. Le 4-3-3, il faut aussi des latéraux qui participent beaucoup pour donner des solutions. Et là, ça ne se fait pas bien. Ça avait pas mal démarré entre Di Maria et Berchiche. Et puis manifestement, Berchiche a été très vite limité par cette entorse de la cheville. Il a fini courageusement la mi-temps. Mais bon, il était moins disponible qu'il ne l'était en début. Et puis après, quand c'est Kurz qui est rentré, alors là, ça a été carrément catastrophique. Et l'animation sur le côté. Et puis, dans le milieu à 3, on a l'impression à la fois, en tout cas en début de match, à la fois Rabiot, mais aussi Draxler ont eu du mal à trouver leur place respective, alors que on était resté sur le souvenir d'une très très bonne alternance entre les trois. Et il y a eu manifestement un retard à l'allumage qui a été accentué également par le fait que Nice a été quand même très saignant en début de première mi-temps. Donc il a fallu un petit moment pour que Paris retrouve un semblant de jeu collectif, en sachant que, comme tu le remarques, si les joueurs portent beaucoup la balle, c'est que les joueurs cherchent essentiellement des solutions individuelles, peut-être parce qu'ils ne trouvent pas dans les solutions collectives le moyen de gagner facilement les matchs. Je pense que si on jouait de façon plus régulière face à des équipes qui sont aussi ambitieuses que Nice, on ne se retrouverait pas à se sentir impuissant face au Real, parce qu'on aurait quelques certitudes en plus. Oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose. Oui, vas-y, Marias. Alors, déjà, je te trouve, ouais, comme Olivier, je te trouve vraiment, vraiment très, très négatif sur ce match. Et je pense que tu t'es toujours pas remis du Real, vraiment. Peut-être, mais en fait, moi, j'ai l'impression que le Real m'a fait ouvrir les yeux sur sur notre jeu stéréotypé et qui est souvent inutile. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors après pour Di Maria, tu dis qu'il t'exaspère, et moi aussi il m'a exaspéré, mais quand je le vois comme il est là, ce qui est exaspérant avec Di Maria, c'est qu'il tente beaucoup et qu'il rate tout. Hier soir, il a tenté beaucoup, il a raté pas mal, il a aussi réussi un peu, et il a très avantageusement combiné avec Berchiche notamment. Et donc il était quand même alerte de ce qui se passait. Après, tu parles de la staticité, je vais y arriver, de la ligne d'avant, mais elle vient effectivement de la staticité de la ligne du milieu. Rabiot n'a pas à se retrouver là où il est. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il était assez esquivé au niveau des passes par ses partenaires quand il était trop haut placé. Il n'a pas à se retrouver là. Il y a des joueurs qui sont capables d'accélérer le jeu, et effectivement, on place pas toujours les bons joueurs aux bons endroits. Ou en tout cas, un Rabiot a tendance à vouloir trop occuper un poste pour lequel il n'est pas si bon que ça. Maintenant, tu peux observer qu'effectivement on peut donner du crédit à Nice pour avoir si bien joué, et notamment parce qu'on était incapable de presser le premier relanceur, d'avoir vraiment facilement trouvé notamment la flèche Saint-Maximin, Balotelli qui était capable de faire des déviations qui étaient vraiment lumineuses hier soir. Mais je veux dire, si on prend cette équipe et qu'il n'y avait pas d'équipe, enfin si on avait été si mauvais que ça, cette équipe nous aurait laminé. Et pourtant, on a su. Alors au début, on s'est un petit peu fait bouger. Mais à partir du but niçois, on a su réagir. On a su réagir et aller de l'avant. Il y a eu du moins bien en deuxième mi-temps pour finalement réussir à marquer. Mais d'une manière générale, quand tu sors du match, tu l'as gagné 2-1 et c'est pas volé. C'est pas du tout volé, donc c'est qu'on a quand même été un tout petit peu supérieur aux Niçois, et c'est que ce match n'était pas si mauvais que ça en fait au niveau de la participation des Parisiens. Honnêtement, ça je renie pas qu'on a été supérieur, et enfin vu l'effectif qu'on a, c'est un peu logique quoi. Mais quelque part, quand notre équipe elle est capable de faire, le plus haut niveau technique collectif qu'elle est capable d'avoir, c'est de faire des 1-2. Quand on voit que l'équipe d'en face, si avec notre effectif, on savait faire la même chose et jouer en triangle, chose qu'on ne fait jamais,
on serait beaucoup plus redoutable. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est... J'aimerais revenir sur le jamais. Pour moi, on le fait plus depuis 6 mois. Ouais, c'est pas vrai. jamais. On le fait plus depuis 6 mois. C'est juste, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est juste que le coach, je crois, a renoncé à certaines des exigences qu'il pouvait avoir par rapport au collectif. Et enfin, en gros, il est un peu en train de finir la saison comme il peut, au mieux par rapport au truc. Mais oui, ça se traduit par pas de pressing, ça se traduit par pas assez de mouvement, ça se traduit par pas assez de blocs. Mais ça, au fond, ça fait 6 mois. Parce qu'en première partie de cette saison, on a eu des matchs où on a eu du jeu bien plus rapide. Et en deuxième partie de la saison dernière, c'était aussi le cas. Ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'on se retrouve pratiquement à la fin de saison et qu'on n'a toujours pas trouvé la bonne formule au milieu. Je ne sais pas combien de fois on a changé de joueur pour essayer de trouver cette bonne formule et on n'a toujours pas réussi. Et je crois que le principal problème a été cet acharnement à vouloir jouer avec une sentinelle dont on n'avait pas la qualité dans l'effectif, que ce soit Thiago qui était manifestement atteint par la limite d'âge, puis ensuite le recyclage de Lo Celso, qui n'a pas fonctionné, et Emery s'est un peu acharné à essayer de continuer dans ce système-là, ce qui n'a pas permis de mettre au point un meilleur équilibre avec les joueurs qui étaient ceux en forme et au talent de cette saison, c'est-à-dire ce milieu qu'on a vu hier. Et ce milieu est à nouveau encore un peu balbutiant parce qu'il n'a pas joué ensemble depuis, je sais pas moi, 10-15 matchs. Donc il y a du mal à trouver cet équilibre-là parce qu'il n'y a pas des joueurs qui jouent ensemble suffisamment longtemps. Et il y a un Rabiot qui pose de réels problèmes, dans le sens où le Rabiot, quand il est impliqué défensivement, il est bon défensivement, ça y a rien à redire. Et le Rabiot est très très capable de se projeter quand il se projette en tant que 6 et qu'il amène une vraie différence. Et il en a fait hier en deuxième partie de mi-temps, il en fait à chaque fois quand il le fait. Mais d'un autre côté, on a un Rabiot qui est dans ce milieu, parce que pour moi, effectivement, la solution, elle existait. Il fallait insister avec ce milieu, mais on a un Rabiot qui veut pas jouer à ce poste-là, qui veut pas être 6-8, il veut être 8. Alors quand on lui dit tu vas être 6-8, il répond je veux être 8. Alors que, il est désespérant, parce que si tu veux, ce milieu-là a été très convaincant en deuxième partie, en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, Rabiot, il buguait, quoi. Il a été utile, mais il était plus inutile que utile, quoi, moi j'ai trouvé. Et puis ce qu'on peut remarquer aussi, c'est tout l'apport que peut avoir un joueur comme Balotelli dans l'animation offensive. Quoi qu'on pense de Balotelli, le jeu en pivot, le jeu d'appui, le jeu en remise, il a fait une véritable démonstration hier. Et là, on voit qu'on pâtit de l'absence d'un joueur comme ça, quand on a un Cavani qui certes est extraordinaire dans un type de jeu en une touche, en profondeur, avec des décisions très rapides, mais qui ne sert absolument à rien quand on a besoin de remonter le bloc avec un joueur qui tient la balle devant. Et vraiment, Balotelli, moi je l'ai trouvé très impressionnant et très utile au jeu de Nice, quand Nice repartait en contre-attaque, prenait appui sur lui et lui était capable de garder le ballon, de résister à la charge du défenseur et de lancer ses attaquants en profondeur. Ça, c'est vraiment un gros manque de notre jeu qui a vraiment sauté aux yeux hier entre Nice et nous. Zlatan me manque. Si Balotelli était à tous les matchs à ce niveau-là et qu'il n'avait pas ces sautes de concentration, oui, effectivement, on dit que Kim s'est un petit peu fait bouger, mais à part Ramos, je ne vois pas qui se serait pas fait bouger par ce Balotelli-là. Et ce Balotelli serait, à l'heure actuelle, dans un bien plus grand club et un des 9 les plus utiles, Enfin, c'est un joueur génial. Il est juste ingérable, mais c'est un joueur génial. Donc effectivement, quand des fois il est génial, il est génial. Je pense qu'il atteindra, comme Zlatan, il atteindra son pic de forme assez tard. Zlatan, il a été mûr quand il est arrivé au PSG, quelque part. Hein. Peut-être un peu avant Milan, mais c'est un joueur qui a besoin de mûrir, et je pense que ça sera vers 30 ans. Mais sans prendre totalement l'exemple de Balotelli, je veux dire, c'est ce type de joueur-là, ce type de numéro 9 là qui manque au PSG quand on a des joueurs comme Mbappé, comme Neymar, comme Di Maria qui ont besoin d'avoir un relais. Sinon, ils vont chercher forcément des solutions individuelles. Donc ce type d'avant-centre est ce qui manque actuellement dans un équilibre d'équipe avec l'effectif que nous avons.
Alors, Oui, moi, Adrien, cette oui. question, je répondrais pas forcément par oui. Pourquoi? Parce que, enfin, on a vu quelque chose de cet ordre-là avec le Ibra Pastore, où tu te retrouves à avoir deux joueurs qui sont un peu souvent dans la même zone. Alors, je dis pas que Cavani est la bonne réponse, hein, par rapport au jeu qu'on pratique, mais c'est juste que avoir un Balotelli associé à un Neymar, je suis pas sûr que ce soit la bonne clé. On a déjà en fait avec Neymar, si par exemple on est capable de faire jouer Neymar et Draxler et que Neymar arrive à jouer avec Draxler ce qui n'a pas toujours été le cas, je pense que l'attaquant aura moins besoin d'être là pour participer au jeu et si on rajoute encore un attaquant pour participer au jeu, ça risque de se marcher sur les pieds, de pas réussir forcément à trouver sa zone, etc. Le truc, c'est qu'on a en Neymar un joueur qui est comme ça, ou en tout cas qui veut prendre cette dimension-là à Paris, parce qu'à Barcelone, n'oublions pas, il était sur un côté, il était cantonné au côté, mais il veut prendre cette dimension-là à Paris, et avoir un attaquant comme ça, je pense que hier soir, il y aurait eu Balotelli et Neymar dans la même équipe sur le terrain, il y aurait eu des problèmes. Oui, J'en sauf suis, j'en que suis dans convaincu. dans les exemples que tu cites, que ce soit l'exemple de Zlatan et Pastore ou l'exemple de Draxler et Neymar, ce sont deux types de joueurs qui évoluent dans les mêmes zones. Là, Neymar, c'est un joueur qui part du côté pour repiquer dans l'axe, et Balotelli, c'est un joueur de pur axe. Donc, ils vont se compléter beaucoup plus facilement que se marcher sur les pieds, comme pouvaient le faire Zlatan et Pastore ou Neymar et Draxler. Bah, Donc, Zlatan et Pastor, c'était un peu la même. T'avais Pastore qui partait plus d'un côté, il n'était pas pur axe à l'époque. Souviens-toi, il était souvent aligné sur la partie gauche d'un trident offensif ou dans un 4-4-2 dans le poste du milieu gauche. oui, oui, hélas. Il était pas pur 10, il était pas pur 10 et t'avais un peu le même schéma avec Pastore et Ibra, quoi. Hélas, on était obligé de décaler Pastore pour laisser l'axe à Ibra. Là, tu vas avoir deux joueurs qui vont évoluer à leur poste préférentiel, c'est-à-dire Neymar va jouer sur un côté et l'avant-centre pivot, remiseur, etc. va jouer dans l'axe. Donc, je pense qu'on aura a priori une meilleure complémentarité. Bon, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure au moment où on Oui. va parler de l'évolution possible de l'effectif. On va terminer avec ce match Nice-PSG et vous allez maintenant me donner vos trois tops et vos trois flops. On commence par les tops. Clément, quels sont les trois joueurs du PSG que tu as préférés dans ce match? Bah justement, ce qui est inquiétant, c'est que moi j'ai sélectionné trois défenseurs. Le premier, Thiago Silva, bon bah, parce qu'il montre encore qu'il sait tout faire. C'est quand même, enfin, sa mise sur le banc face au Real a montré que enfin, son retour sur le terrain a montré qu'il avait quand même un sacré mental et tous ses matchs sont impeccables. Kimpembe, comme je l'ai dit, moi je suis impressionné par ce jeune joueur. Enfin, sa fougue et son insouciance font que c'est un joueur redoutable en fait. Il l'avait montré l'année dernière face à Messi, même cette année face au Real. Moi, j'ai trouvé dommage qu'il joue pas parce que je pense que il aurait pu donner un peu ce supplément d'âme qui nous manquait. Ça fait partie des joueurs qui en ont et qui le transmettent. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'on l'a vu pendant ce match. Et ensuite Alves, je trouve qu'il a fait un bon match, il a été solide, il a mis un beau but, il a pris des initiatives, et en plus la plupart il les a réussi, donc voilà. Trois défenseurs pour toi. Et toi, Drayas? Bah moi, je vais avoir un top flop aujourd'hui qui va être Rabiot, donc je vais parler de la partie top. Mais la partie top est un reproche. Le jour où il comprendra que sa véritable valeur se situe dans les projections plutôt que d'attendre la balle devant, il sera bien meilleur. Et il a été très bon en deuxième pour moi. Je vais prendre un top pour le défendre parce qu'il se fait canarder dessus. Le dernier en date, c'est comment il s'appelle? Bravo. Mais ceci dit, quand j'entends Bravo dans ses commentaires, les analyses tactiques qu'il fait sur le PSG Real, je suis plutôt rassuré quand il est en train de critiquer Draxler. Draxler n'a pas fait un match extraordinaire hier, mais c'est un joueur extrêmement utile. Si on savait s'organiser un petit peu par rapport à ce joueur, on pourrait faire bien plus mal. Sinon, ben Marco, j'hésite entre Marco et Kylian. Marco pour la continuité et Kylian parce que même s'il n'a pas été décisif, depuis deux matchs, on a retrouvé cette spontanéité qu'il l'a fui pendant plus de 6 mois où il était vraiment dans le dur. Il arrivait quand même à marquer par-ci par-là, mais on retrouve un Kylian qui sourit son football et ça fait vraiment plaisir. Très bien. Maintenant, vos trois flops.
Rayas, tu commences? Bah, je vais commencer par Rabiot, le top flop. Il était régulièrement mal placé en première. Il commence à être insupportable quand il est comme ça. Il n'est pas forcément inutile défensivement, quoique un peu trop nonchalant. Mais offensivement, il apporte strictement rien. Kim, et pourtant pendant très longtemps sur les forums j'avais un hashtag je crois en Kim et comme toi je pense qu'il aurait pu être aligné avantageusement au Real et c'est un joueur dans lequel je crois énormément mais c'est vraiment mon Titi préféré mais là pour le coup il est vraiment tombé sur un os et il a été précieux ailleurs, je suis d'accord avec toi, il a été très bon ailleurs mais il a un peu perdu le duel face à Balotelli. Je vois pas où il a pas fait d'erreur technique flagrante. Non, il a fait des... non, c'est pas ça. Non, c'est sur les impacts physiques, si tu veux. C'est ce qu'on attend chez Kim. Il y a la dimension ressortie de la balle, mais il y a aussi la dimension patron-stopper. Tu sais, par exemple, tu faisais référence à son intervention sur Messi. Il y a cette dimension de poum, je pose le bonhomme, etc. Et là, il est tombé sur un mec qui s'est retrouvé. L'autre, c'était un tank hier. Sur combien de matchs, mais oui, je dis pas le contraire, mais sur combien de matchs tu vois Kim 3 fois par terre en une mi-temps? Ça se produit pas souvent du tout. Et du coup, et justement, mais moi je trouve que c'est très positif parce qu'avec la nature du joueur, c'est un joueur qui sait se remettre en question, qui sait progresser. Quand on sait d'où il vient, quand il était chez les jeunes, il était régulièrement. C'est limite s'il passait à la case au-dessus et à chaque fois il bosse, et ben il va bosser et il va encore devenir meilleur. Et j'ai pas de troisième flop. Oui, moi je reviens un petit peu sur Kim, qui, comme toi, je trouve, a perdu son duel avec Balotelli, mais ça me semble tout à fait normal quand on voit la différence d'expérience entre un Kim qui reste un très jeune joueur et qui n'a pas encore tout son développement physique, et c'est encore un joueur qui va s'étoffer musculairement, et l'autre qui est un arbre, hein, et qui en plus a connaît toutes les ficelles du métier d'attaquant. Il est capable de jouer de dos avec une très très bonne couverture de balle, il pèse, il fait des fautes, il triche comme il faut. Non, là c'est vraiment ce genre de duel-là qui peut le faire progresser, parce que plus le niveau va s'élever et plus il va avoir affaire à des avant-centres qui ont toutes les ficelles du métier, et la façon d'ailleurs dont il a globalement tenu Balotelli il n'a pas à rougir de sa performance, mais l'autre était vraiment un client peut-être encore un petit peu trop coriace pour son jeune âge. Mais le Balotelli d'hier, je crois qu'il n'y a que Ramos qui s'en sort. Moi, je l'ai trouvé fantastique. Il a fait une performance extraordinaire, Balotelli hier. Parce que c'est effectivement un monstre physique, mais c'est un joueur qui a quand même de la vitesse et qui techniquement n'est pas ridicule. Il a fait quelques contrôles absolument superbes. Il a une bonne vision du jeu et puis une frappe de balle monstrueuse. Donc non, c'est dommage que son caractère, son indiscipline ne soit pas à la hauteur de ses qualités, parce que c'est un joueur qui aurait dû faire une bien meilleure carrière que ça. Et une fois de plus, Nice a prouvé qu'il était capable de relancer des joueurs comme ça, et c'est tout à l'honneur de ce club. C'est parce que c'est un joueur qui est sûr de son talent, comme Zlatan. Pour moi, Zlatan, c'est un joueur qui a peut-être même plus de talent que Messi, mais c'est juste qu'il est trop arrogant, il le sait, et du coup, je pense qu'il bosse pas suffisamment pour être à leur niveau. Non, Zlatan, c'est un monstre. Zlatan, il sait faire des choses que personne, aucun autre joueur dans le monde ne sait faire. Au niveau du travail, c'était un bourreau de travail, Zlatan. C'était le mec. Ouais, mais il avait la faille mentale. C'est le mec qui a professionnalisé le vestiaire à Paris, en fait, à lui tout seul. Ouais, mais il avait la faille mentale qui fait que c'était pas le joueur qu'il aurait dû être. Et je pense que Balotelli a la même. Ça, je sais pas. Peut-être, on verra. Mais je voulais juste dire, tu mettais en avant ce que Favre a fait en sachant cadrer Balotelli. Regardez ce que Favre a fait avec Saint-Maximin, qui a avant été un no-brain, pas possible, insupportable, très bon, mais parfaitement inutile, et il en a fait un joueur. Favre est un très très bon coach. Hier, Saint-Maximin a quand même révélé les difficultés défensives de Berchiche quand il a un joueur rapide. Il ne se place pas très bien, et ensuite il a fait des valises à chaque fois. Le premier but, il est un peu pour lui, hein, même si c'est un but, une défaillance collective, mais il a quand même été un peu triste sur cette action-là. Vous avez d'autres choses à rajouter sur Nice? D'autres choses à rajouter sur Nice? T'as pas fait tes flops, je crois, Clément, non?
Ah, Clément, excuse-moi, alors à toi, tes flops, excuse-moi. Alors, bon, moi j'ai mis Berchiche. Bon, il a fait un match tout à son honneur parce qu'il a quand même fait 20 minutes blessé, mais bon, il s'est quand même fait prendre 2 fois de vitesse par Saint-Maximin, qui est certes un joueur qui est extrêmement rapide, mais justement, il faut compenser ce manque de rapidité par un peu plus de vis. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il a trop subi le match, donc un petit peu déçu. Surtout lui, dont on mettait en avant son fameux caractère au moment où on l'a recruté. Di Maria, bon, parce que moi, j'en peux plus de ce joueur, j'ai envie qu'il se casse. Et ensuite, Kylian, moi, à contrario, je l'ai trouvé un peu décevant, il a manqué pas mal de choses. Je trouve que dans le dernier geste, il a plus cette insouciance qu'il avait à Monaco, il réfléchit trop, il tente des trucs parfois un peu improbables, des frappes qui passent 3 mètres au-dessus du but. Alors oui, dans le dribble, il est monstrueux, mais si un jour il veut être un grand numéro 9, il faut qu'il travaille sa finition, parce que je reconnais pas le Kylian de l'année dernière encore, et parce que je pense qu'il serait meilleur avec un deuxième attaquant devant, en tant que faux neuf ou un rôle un peu plus attaquant de soutien. Puis-je prendre sa défense? Fais, Drayas, à toi. Alors oui, il a beaucoup raté hier. Et il n'a pas été. Mais par exemple, quand tu vois le dribble qui tente au milieu de la surface, à un moment sur une passe, il essaie de s'amener la balle enfin, il tente des choses qu'il ne tentait pas il y a un mois. Il tente des choses. Alors ça va être au niveau du dribble, mais ça va aussi être au niveau des frappes, d'une manière générale. Il sourit son football. Alors oui, hier, en soi, c'est insuffisant. Mais faut pas oublier que c'est vraiment un tout jeune gamin, en fait, Kylian. Quand on parlait de Kim qui n'est pas tout à fait à son potentiel, etc. Alors oui, Kim est défenseur, donc ça vient plus tard, et Kylian est attaquant, ça vient plus tôt, mais c'est vraiment un tout jeune joueur. Et il faut lui laisser le temps de trouver ses marques. Comme toi, je pense qu'il serait mieux utilisé dans un système à 2 attaquants ou sur une aile, mais bien mieux encore dans un système à 2 attaquants. Mais il a retrouvé cette spontanéité. Enfin, moi, ce que j'appelle son football est souriant. Tu sais, ce côté où on ne sait jamais ce qu'il peut faire, et quand il le fait avec une vitesse phénoménale. Et ben, depuis déjà le match dernier, il a retrouvé le plaisir avec les buts, etc., etc. Et il fait des choses qu'il y a un mois concrètement, il ne faisait plus du tout, où on sentait que son football était empâté, il n'y avait plus cette spontanéité de dribble, de rapidité, de tout ce qu'on a retrouvé depuis 2 matchs. Et moi, je suis plein d'enthousiasme, à défaut de l'avoir trouvé bon. Hier, il m'a enthousiasmé parce que, enfin, on recommence à voir le potentiel qu'il a. Chose qu'on avait un peu oubliée. Et sur Di Maria, je te trouve dur. Clément? Moi, j'en peux plus de Di Maria, mais je suis un peu d'accord avec toi sur Kylian, c'est vrai, mais il y a quand même un point qui me gêne un peu dans cette analyse, c'est que justement la façon dont il sourit dans son football, comme tu dis, cette date correspond plus ou moins avec la blessure de Neymar. Alors je me pose la question, est-ce qu'il est Neymar compatible? J'en doute, parce que j'avais l'impression qu'il était bridé par sa présence. Bon, moi je crois que vous êtes quand même assez sévère, tant avec Di Maria qu'avec Mbappé. Je crois que ce sont des joueurs qui pâtissent actuellement du manque d'animation offensive et qui sont donc condamnés à des solutions individuelles. Et des solutions individuelles, il y a forcément du déchet, il y a forcément un manque de qualité, un manque de finition. Et surtout que vous ayez épargné parmi les 3 attaquants dans vos flops Cavani, qui a été fantomatique hier, comme il l'est depuis janvier. Il est quand même un des éléments défavorables au jeu offensif. Il ne combine absolument pas avec ses partenaires. Il fait des appels, mais bon, qui sont difficilement lisibles. Il reçoit aucun ballon. Oui, ça c'est pas facile quand tu t'appelles Di Maria ou Mbappé de jouer avec un avant-centre comme est Cavani aujourd'hui. Brandao, je veux dire. Je précise juste, moi j'avais mis comment il s'appelle, Kylian en top, et je défendais Di Maria aussi. Très bien. Bon, on va clore là sur le match de Nice, en espérant qu'on en revoie de cette qualité-là d'ici la fin de saison. Il y a peut-être que le match de championnat contre Monaco et puis celui à Saint-Étienne qui peut nous donner encore
ce sentiment-là, mais bon, je crois malheureusement qu'on va se taper quelques purges d'ici la fin. Et on va passer à notre gros plan. Alors après 2 saisons décevantes, qui sont quand même ponctuées par 2 éliminations successives en 8e de finale de la Ligue des Champions, qui est l'objectif numéro 1 du club, des changements profonds qu'on n'a que trop différés jusque-là, apparaissent maintenant véritablement nécessaires pour relancer un projet qui stagne, voire régresse. Après avoir débattu lors des précédents podcasts de la responsabilité des dirigeants dans la mauvaise gestion du sportif et sur l'opportunité de changer l'organisation du secteur, on avait aussi essayé de définir un peu un portrait robot du coach idéal pour succéder à Unai Emery. Ce soir, pour faire écho à un billet de notre ami Jimmy qui est paru sur le site du Club Paname, nous allons nous pencher sur l'effectif et essayer, poste par poste, d'en faire le bilan avant de proposer nos réponses aux questions suivantes. Qui doit rester? Qui doit partir? Qui doit arriver? On va commencer par questionner le système de jeu. Si à l'arrivée de Laurent Blanc, le passage en 4-3-3 avec Sentinelle semblait justifié par le profit de l'effectif et par la force des 2 mètres à jouer, Thiago Motta en 6 et Zlatan Ibrahimovic en meneur-buteur, on ne peut pas dire que ce système a permis de performer en Europe puisqu'il a échoué 3 fois de suite en quart de finale de Ligue des Champions. Et bien pourtant, il a été maintenu par Emery alors même que Motta baissait de pied avec l'âge et les blessures et que Zlatan était parti avec des résultats encore plus décevants puisqu'en Europe, on reste sur 2 éliminations en 8e. Dans ces conditions, le 4-3-3 avec Sentinelle vous semble-t-il adapté au groupe de joueurs actuel? Et sinon, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Changer de système ou changer de joueur? À moins que vous ne pensiez qu'il faille changer les deux. Clément, tu commences? Ok. Alors pour ma part, le 4-4, le 4-3-3 commence à me sortir par les yeux depuis au moins un an maintenant. Je trouvais que c'était un système qui était intéressant à l'époque de Zlatan parce qu'effectivement c'est un joueur qui redescendait beaucoup au milieu de terrain, ça donnait une animation en 4-4 de losange qui était adaptée à l'effectif et encore qui, je pense que si Zlatan était encore au PSG avec sa forme de l'époque et notre effectif actuel, je pense qu'il serait encore plus redoutable. Mais je pense que ce 4-3-3 avec Cavani en pointe est, pour ainsi dire, quasi inutile, puisqu'il ne participe quasiment pas au jeu, qu'il laisse 9 autres joueurs sur le terrain réaliser des performances individuelles pour le servir par la suite. Étonnamment, les 2 dernières années qui ont coïncidé avec l'arrivée de Cavani en pointe résultent de résultats en 8e de finale, 2 éliminations 8e de finale en Ligue des Champions, certes parce qu'on avait des adversaires prestigieux, même si l'année dernière on n'aurait pas dû perdre. Mais je pense qu'effectivement il y a un problème de système, un problème d'entraîneur qui est, je trouve, pas forcément un meneur d'hommes. J'aimerais quelque chose d'un peu plus audacieux, avec peut-être un changement de système en 3-4-3, un peu comme Guardiola avec le Bayern à l'époque, ou un 4-4-2, parce que moi j'ai toujours été un fan de ce système, et Monaco nous a prouvé l'année dernière qu'on pouvait faire du jeu avec un système qui est à la base plus fait pour la contre-attaque, mais qui s'adapte bien, n'empêche, quand on a un effectif qui tient la route, comme le nôtre devrait l'être, s'adapte bien à un système de jeu, enfin, un jeu ambitieux. Darius, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah déjà, j'aimerais commencer par défendre Emery, moi qui le critique beaucoup en ce moment, sur quand tu disais que Emery a continué avec le 4-3-3. C'est pas tout à fait exact. Emery, après avoir analysé les effectifs, s'est dit tiens, je vais jouer en 4-2-3-1 avec Pastore en 10. Et Pastore s'est blessé et le groupe a dit oui, mais on va revenir sur la possession, manana. Il y a eu des réunions de vestiaire et tout ça. Et effectivement, peut-être qu'il n'est pas assez charismatique, peut-être qu'il n'a pas assez supposé les coronesses. Il a fini par step down et adopter le 4-3-3. Après, vous dites tellement de bien sur Laurent Blanc. Moi, pareil, je me retrouve à beaucoup le défendre en ce moment parce que je lui trouve beaucoup de circonstances atténuantes avec le staff, comme on en avait discuté l'année dernière. Mais pour ce qui est de défendre son jeu, faut pas exagérer. Je veux dire, le Zlatan qui redescendait,
c'était tout sauf bien en fait. Hein. Et d'ailleurs ça s'est vu en Europe, mais ça se voyait aussi sur la scène à domicile, enfin en championnat où effectivement on gagnait, mais c'était des purges, mais à n'en pas finir. Et bon, alors maintenant, ouais, le problème que pose Cavani, c'est un crève-cœur parce que c'est Cavani au moment où il entre dans le cœur des supporters, bah tous ses défauts nous pètent à la gueule en fait. On n'a pas vu un instant ses défauts pendant la première partie de saison. Enfin, il y a eu un moment où il a eu un doute, mais on n'était pas en train de se questionner à ce point sur est-ce qu'il peut être utile dans l'effectif. Et effectivement, il pose problème. Et via les rumeurs Lewandowski, on va en revenir tout à l'heure dessus, mais peut-être que ça serait vraiment bien. Mais le problème, en fait, c'est est-ce qu'on joue dans un milieu à deux. Par exemple, tu parlais du 4-4, du 3-4-3 ou du 4-4-2 avec deux au milieu et sur les côtés. Et à ce moment-là, on est un peu armé. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les milieux où on a une seule pointe basse. Quand on prend le 3-4-3 organisé par Guardiola, tu n'avais vraiment qu'une seule pointe basse. Et à ce moment-là, on n'a pas le joueur qu'il nous faut. Moi, si on se met à rêver, moi, je partirais sur un 4-4-2 en losange avec Willian à gauche, Verratti à droite, un bon 6. Et puis après, pour le 10 et pour les deux attaquants, on se débrouille. On a ça en magasin, même s'il faut peut-être changer Cavani. Si on ne change pas trop d'effectifs, effectivement, la meilleure réponse, à l'heure actuelle, la meilleure réponse, ça serait peut-être le 4-2-3-1 ou le 3-4-3, mais avec un milieu à plat. Dans ces cas-là, j'aurais une préférence pour le 3-4-3 parce que le 4-2-3-1, ça fait quand même un joueur de trop qui a un caractère défensif sur le terrain. Et, mais tout ça dépendra infiniment du coach qu'on va avoir et pour l'instant, se projeter, c'est un peu trop tôt, il me semble, sur quel système on va avoir l'année prochaine. Je crois surtout dans le 4-3-3 qui avait été choisi, c'était un 4-3-3 avec un milieu à sentinelle. C'était la caractéristique principale de Mota. Et Mota étant moins bon ou inutilisable, on n'a pas changé cette philosophie alors qu'on n'avait pas de solution de remplacement performante pour lui. Et c'est plutôt ça, moi, que je reprocherais à Emery, qui n'a rien fait, même si ce 4-3-3 lui a été imposé par le joueur, il n'a rien fait cette année pour le changer. Il s'y est accroché au-delà du raisonnable, malgré la fin de parcours de Mota, en allant engager un Diarra qui était en pré-retraite et en s'acharnant à vouloir transformer Lo Celso en sentinelle alors qu'il n'en avait pas vraiment les qualités. Donc c'est plutôt ça que je mettrais à son débit. Maintenant, si on regarde l'effectif tel qu'il est, et on l'a vu un petit peu hier à Nice, on peut très bien fonctionner avec un double pivot Verratti-Rabiot qui correspond assez bien à leur qualité, parce que des joueurs qui sont performants défensivement, mais qui ont aussi la capacité à casser des lignes, à se projeter, surtout Rabiot. Et ça permettrait de libérer devant un joueur offensif de plus. Je pense que ça aurait peut-être été le système le plus compatible avec les qualités de l'effectif actuel, même si, on va le voir, dans le cas d'une projection sur l'année suivante, ça va dépendre du coach et du recrutement qu'on pourra faire pour essayer d'avoir un effectif en adéquation avec le système qui va être choisi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce double pivot ? Comme tu le dis, mais ça a été plus ou moins appliqué par Emery, notamment en novembre. Grosso merdo, ça a été appliqué quand tu t'es retrouvé avec le milieu Verratti, Rabiot, Draxler, sauf que Draxler, des fois, passait 6 et que ça tournait un petit peu. Mais grosso merdo, on avait un 4-2-3-1. Mais dans ce système-là, à l'heure actuelle, on a un joueur qui pose un énorme problème, qui s'appelle Rabiot, qui, comme tu le dis, se projette très bien, est très capable de défendre s'il se sent concerné, mais va systématiquement se placer en 8, quoi. Et quand il se place en 8, effectivement, Clément, tout à l'heure, tu étais en train de dire des joueurs qui ne savent pas faire des transmissions rapides. S'il y en a bien un qui est incapable de faire des transmissions rapides, c'est vraiment Rabiot pour le coup. Et alors que si effectivement il est là, il y a Verratti qui a un petit peu plus de latitude que lui, et que Rabiot, par contre, quand il part avec la balle, il se projette, et là il fait des vraies différences, et à ce moment-là c'est Verratti qui reste un peu derrière, là je signe. Mais psychologiquement, est-ce que le joueur est prêt à empiler pour une saison où on lui explique qu'il fera ça ? J'en suis pas sûr, parce que c'est une sacrée diva, notre Rabiot. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup défendu, mais là maintenant il y a un moment où, ce qu'on a vu en première mi-temps et en deuxième mi-temps, le Rabiot de la deuxième mi-temps, oui, mais si à chaque fois il faut lui expliquer à la mi-temps comment jouer, ça peut pas marcher, quoi. Clément, tu avais quelque chose à ajouter sur le système ? Non, pas vraiment. Ok, donc on va passer maintenant à une revue d'effectifs, poste par poste, et vous allez, en fonction des différents postes, m'indiquer quels changements vous semblent éventuellement nécessaires,
Qui faut-il garder? Qui faut-il laisser partir? Et qui faut-il prendre? En sachant qu'on sera aussi là limité par les contraintes du fair play financier et que donc il faut en tenir compte pour les achats et il faudra bien entendu les assortir de ventes. Alors on va commencer par les gardiens. On a 2 gardiens qui semblent plus 2 bons numéro 2 que véritablement 2 bons numéro 1. Est-ce que il faut continuer comme ça ou est-ce qu'il faut changer un petit peu à ce niveau? Drayas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, comme tu l'as dit, il y a le problème du fair play financier. Du coup, Areola, pendant très très longtemps, j'en pouvais plus et il finit bien mieux la saison que ce qu'il a terminé. Je désire ardemment un autre gardien, mais il y a des secteurs de jeu où si on n'a pas tant d'argent, il est en plus impératif de les mettre à mes yeux. Clément? Pardon, excuse-moi, j'ai juste oublié. Vas-y, Drayas. Et si tu recrutes un numéro 1, est-ce qu'Areola acceptera de devenir numéro 2? Il le vivait très très mal quand il était numéro 2 derrière Trapp. Il semblait vraiment pas être d'accord avec ça. Et je suis pas sûr qu'il accepterait. Donc en fait, si on se retrouve à recruter un gardien, enfin, on est peut-être obligé d'en recruter 2 en fait. Oui, en sachant que les joueurs sont sous contrat et que leurs états d'âme passent derrière les intérêts du club. Donc je crois pas que ni Areola ni Trapp soient en position de discuter ce que le club choisira pour eux. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je partage cet avis. Bon, c'est vrai qu'il y a la contrainte du fair play financier. D'un autre côté, si on peut faire au black à moins de 60 millions, moins de 100 millions, je dis pas non. Alors pour moi, il est nécessaire de garder Areola pour une question de quota. Alors oui, il a clairement fait comprendre qu'il voulait pas être numéro 2, mais bon, quelque part, jouer numéro 2 dans le club de ses rêves, hein, il peut bien mettre son ego de côté, et sinon, bon, il sera titulaire à Saint-Étienne, c'est pas grave. Et a priori, Trapp serait celui que vous feriez partir en priorité. Le divorce semble consommé, je pense. Très bien, on va passer maintenant aux défenseurs latéraux, qui a été un secteur assez décevant cette année. Du côté droit, Alves a illustré les qualités, les défauts qu'on lui connaît, des qualités offensives qui sont très importantes et qui s'expriment d'ailleurs mieux lorsqu'il joue un peu plus haut sur le terrain. Et alors que ses qualités défensives, qui ont toujours été son point faible, s'aggravent avec le temps. Et il a souvent été pris dans le dos par des attaquants rapides et ça a été quand même un problème. Quant à Meunier, il a pâti de l'arrivée d'Alves alors qu'il avait clairement gagné son duel contre Aurier l'année dernière. Et il joue moins qu'il ne le souhaiterait. On a l'impression aussi qu'il reste toujours un peu embêté par sa cheville. Donc c'est un secteur où globalement ça reste correct, même si c'est un peu décevant. Est-ce qu'il faut faire un effort sur ce secteur-là et dans quel sens? Donc tu commences, Clément? Ok. À gauche, évidemment. À droite, là, on parlait à droite. Ah, tu commences à droite. Ouais. À droite, Alves, il a quel âge? Il a 36 ans maintenant. Oui. Alors dans un 4-3, dans un 3-4-3, il a peut-être encore ses cartes à jouer parce que je pense qu'il justement son côté offensif serait utile à l'équipe. Il serait compensé par, je pense, Marquinhos côté droit qui a ses aises. Je pense que il aurait une carte à jouer clairement. Meunier peut-être un peu moins parce que bon il est grand. Alors lui aussi il mettra en avant ses qualités offensives. Bon après moi je suis plutôt dans l'idée d'un 3-4-3. C'est un système que j'aime bien. Qui est un bon compromis entre l'attaque et la défense, qui donne souvent satisfaction au niveau du contrôle du ballon. Donc je pense que il faut garder Alves donc un an un peu en tant que joker parce qu'il sait jouer milieu, il sait jouer défenseur. Il peut être même un peu plus avancé lorsque Mbappé rentre dans la surface. Donc je pense que Alves on peut le garder en tant que joker et Meunier
bon, c'est quand même un bon latéral, faut dire ce qui est. Il a des qualités, il centre bien. Étonnamment, bon, il a été formé comme attaquant, donc il a quand même quelques qualités au niveau offensif en termes de finition. Donc, je pense pas qu'il est forcément nécessaire de recruter, mais si on pouvait recruter un jeune joueur prometteur, et moi j'ai même pensé à faire monter peut-être Georgen, qui attend sa place depuis un moment et qui est présenté comme un futur crack en Europe à ce poste-là. Je pense que ça peut être le bon moment pour entamer une transition avec ce jeune joueur. Draya, sur les latéraux droits. Alors déjà, je vais préciser, Meunier, il joue en 3-4-3 avec la Belgique et il est très très bon à ce poste et il apporte pleinement satisfaction à ce poste. Donc en 3-4-3, il est très très bien, Meunier. Il a aucun problème avec ça et justement, il n'est pas obligé de. Là où il utilise son intelligence pour défendre, il a moins de rôle défensif et il fait briller ses qualités offensives qui sont réelles et les buts qu'il met qui parfois sont d'anthologie. Maintenant, et moi, ce que j'aimerais, c'est un départ d'Alves, mais ça voudrait recruter quelqu'un de très fort. Ça voudrait dire prendre le risque de ne pas satisfaire la reine Neymar. C'est beaucoup de risques, donc je vois pas les choses évoluer. Et malheureusement, je vois Meunier rester derrière Alves, alors qu'il n'y a pas toujours raison à laisser Meunier derrière Alves. Donc finalement, c'est vrai que la solution du 3-4-3 met plus en valeur les qualités de nos deux latéraux droits et diminue un peu les inconvénients défensifs qu'ils présentent. Donc ça, c'est pas une mauvaise solution. On va passer maintenant aux défenseurs latéraux gauche. Là, je crois que ça va être beaucoup plus sanglant parce que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment donné satisfaction cette année. Kurzawa a été probablement le moins bon joueur de tout l'effectif. Et Berchiche n'a véritablement que son courage et son sérieux à présenter à sa défense. Berchiche peut éventuellement rester un numéro 2, mais il semble nécessaire d'envisager un vrai numéro 1 en latéral gauche en laissant partir Kurz. Qu'est-ce que vous en pensez, Drayas? C'est assez évident en fait, mais le divorce est consommé avec Kurzawa. Je pense que ça va couler de source. Et il y a la rumeur Sandro voudrait venir à Paris. Ça semble être quelque chose qui se peaufine. Et Berchiche peut être un numéro 2. Je le trouve suffisamment bon. Il a montré. Au début, il m'inquiétait terriblement parce que je le voyais techniquement en train de rater des contrôles qui étaient des contrôles basiques pour un football professionnel. Mais il a fini par digérer son intégration et il a montré qu'il avait des qualités, suffisamment de qualités pour suppléer. C'est pas la priorité, c'est pas de rechercher un numéro 2, mais la priorité c'est un numéro 1 et peut-être que la piste Alexandro qui est en fin de contrat est en bonne voie. Clément, tu partages cet avis? Exactement. J'avais noté exactement les mêmes choses. Pour moi, Sandro, je pense qu'il est dans le top 5 à son poste. Je pense que en plus le 3-4-3 sera un système qui met clairement en avant ses qualités aussi, puisque c'est un très bon contre-attaquant, très belle qualité de centre, bon dribbleur. Donc et en plus c'est un joueur qui est entièrement Neymar compatible. C'est la Roga Bonito, Bonita, je sais plus comment on dit, mais je pense que ça peut être une bonne solution, et si on devait mettre peut-être 60-70 millions sur un joueur, je le mettrais peut-être sur lui. Ouais. Très bien, on va passer maintenant à la défense centrale. Donc la défense centrale, c'est à la fois un secteur bien pourvu, mais aussi un secteur qui pose problème parce que les trois sont bons, les trois méritent de jouer, et on voit bien qu'il y a nécessité d'un turnover, mais qu'au moment des grands matchs, ils veulent tous jouer contre des grandes équipes européennes. Donc la solution, effectivement, là aussi, du 3-4-3 permettrait de les faire jouer tous les trois, mais trois, c'est peut-être pas suffisant. Il faudrait donc recruter un ou deux autres joueurs. Est-ce qu'il faut tous les garder? Est-ce que certains vous semblent devoir partir? Qu'est-ce que vous pensez sur ce secteur-là, Clément? Alors moi aussi, je trouve que passer au 3-4-3,
c'est se mettre quelque part en difficulté sur le turnover au niveau défensif, puisque quelque part on n'a que 3 vrais défenseurs centraux. Moi je recruterais 2 joueurs, un jeune prometteur, un peu le profil de Foyt à Tottenham, qui dans un 3-4-3 aurait peut-être joué, et un joueur un peu plus d'expérience comme Alex à l'époque où il est arrivé, pourquoi pas David Luiz, qui je pense serait ravi de revenir à Paris, et je crois qu'il l'avait fait comprendre notamment aux Brésiliens récemment. Donc pourquoi pas ces 2 joueurs-là. Je pense que David Luiz, on le rachèterait pas très cher étant donné qu'il est indésirable à Chelsea. Voilà, moi je vois les choses un peu comme ça. Donc tu garderais les 3 actuels. Oui. Ok, Drayas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, je pense il serait pas raisonnable de se séparer d'un des 3 actuels, dans le sens où une vente ne permettrait pas d'acheter un meilleur en fait. Si on se demande quels sont les défenseurs centrales qui sont au-dessus de nos 3 défenseurs centraux, il y en a quelques-uns qui existent, mais ils sont juste inatteignables. Donc du coup, on a besoin de garder les 3. Et si on est sur un système donc à 2 défenseurs centraux, même si on est à 2 défenseurs centraux, il faut en acheter un autre, hein. On s'est retrouvé cette saison avec un des 3 qui était blessé. Si l'autre se prenait 2 jaunes, ça se transformait en rouge. Enfin, ça aurait pu vite tourner au vinaigre. Le fait on s'en est sorti jusqu'à la fin de la saison. Mais jouer qu'avec 3 centraux, enfin, il y a pas dans beaucoup de clubs qu'on voit ça, à part à Paris. Et c'est bien pour ça que des fois on s'est retrouvé avec des jeunes, je me souviens plus de son nom, Nsonki je crois, qui était là pour suppléer parce qu'on n'avait pas le nombre en fait en défenseurs centraux. Et maintenant, si on passe dans une défense à 3 qui décidément sera la marmotte de Clément, il y tient. Si on passe à notre défense à 3, alors déjà, bah là, oui, il faut en recruter 2 et les profils. Alors, même si Foyt, je suis pas sûr qu'il jouerait plus dans une défense à 3 qu'une défense à 2, mais effectivement, je valide les 2 profils. Après, il faut voir ce que Foyt fait à Tottenham. Je crois que Pochettino l'utilise pas des masses, voire quasiment pas en fait. Donc, il a un peu du mal à s'adapter. Est-ce qu'il a vraiment ce côté-là? C'est bon, alors celui-là ou un autre, mais en tout cas un jeune prometteur et effectivement un briscard qui viendrait. L'année dernière, on avait raté Pépé, qu'est-ce que j'avais été déçu. Voilà, un briscard qui viendrait faire une énième saison à Paris en sachant qu'il aurait un temps de jeu un petit peu plus restreint, mais qui serait là et qu'il y a des moments où il jouerait, quoi. Très bien, on va passer au milieu de terrain qui semble le secteur un peu sinistré et celui sur lequel on doit porter la majorité des efforts. Donc l'année dernière, on avait perdu au moins quantitativement Matuidi et Krikoviak qui n'avaient pas été remplacés. Thiago Motta, bon, on peut penser qu'il va terminer sa carrière, en tout cas au PSG, à la fin de saison. Diarra, bon, peut-être avec une vraie intersaison d'entraînement professionnel, peut retrouver un certain nombre de ses qualités, mais ça reste un point d'interrogation. Qu'est-ce qui reste dans le secteur? Il reste Rabiot, il reste Verratti. Le petit Nkunku aura sûrement intérêt à être prêté pour s'aguerrir. Après, on a fait jouer au milieu des joueurs qui étaient plutôt des offensifs reconvertis, comme Lo Celso, comme Draxler. C'est peut-être pas raisonnable de continuer dans cette direction. Donc c'est un peu la bouteille à l'encre, ce secteur. Comment vous voyez son remaniement? Drayas, tu commences. Ouais, c'est tellement dur de répondre sans savoir le coach et sans savoir le système qui va être mis en place. Par rapport à la description, tu disais à l'heure actuelle, il y a Verratti, il y a Rabiot et il y a la maman de Rabiot. Il ne faut pas oublier la maman de Rabiot qui est un milieu aussi et qui a des exigences très très claires. Euh, Concrètement, pour moi, enfin, si on, quand on parle du petit Lo Celso, pour moi, c'était le remplaçant naturel de Marco Verratti, le numéro 2 derrière Marco Verratti. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette espèce de folie de vouloir l'aligner en 6, alors que c'était un non-sens total. Mais voilà, si on joue avec 3 milieux, avec 2 pointes basses et une pointe haute, bah, sur le papier, on a ce qu'il faut si Rabiot devient un petit peu raisonnable. Mais si on joue avec une pointe basse, effectivement, Marco Verratti peut apporter quelque chose, mais à ce moment-là, il faut que les 2-8 faut qu'il y ait un petit peu plus d'offensive dans les 2-8 qui l'accompagnent. Il y a des solutions, mais
pour l'instant, on ne sait pas quel coach, donc on ne sait pas si on va avoir un milieu à deux, on va avoir un milieu point de basse, on ne sait pas ça. Et de toute façon, toutes les réponses qu'on est capable de trouver avec l'effectif actuel sont au mieux pas mal. Il n'y en a aucune qui s'est imposée comme une évidence où on s'est dit, tiens, ça c'est le milieu qu'il faut. Et donc, quelque part, j'aurais presque tendance à dire, il faut faire exploser ce milieu en amenant des joueurs, mais je ne sais pas lesquels. Si on joue avec une pointe basse, quelle pointe basse satisfaisante pourrait-on prendre aujourd'hui? Alors moi, j'ai pas une grande culture en dehors du PSG, donc j'aurais du mal à trouver des noms. Mais si on joue à deux, bah, est-ce que peut-être il faut laisser à partir Rabiot, maintenant que Verratti a dit qu'il voulait continuer? Si Rabiot n'est pas capable de se calmer. Enfin, il y a clairement quelque chose à changer parce que sur ce milieu ne s'est jamais imposé comme une évidence au Paris Saint-Germain et a régulièrement été le point faible du Paris Saint-Germain tout au long de la saison, voire de la saison dernière. Donc il faut changer quelque chose. Clément, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je partage un peu cet avis. Pour moi, Rabiot, je pense qu'on peut le refourguer 60 millions à un petit club anglais. J'achèterais un joueur qui apporterait autant, voire plus, du style Vidal à la place, qui doit plus coûter très cher maintenant, qui est toujours monstrueux. Euh, je garderai Verratti, Lassana Diarra, moi, je suis plutôt convaincu, à part il y a 15 jours où il a pas fait un bon match, mais bon, moi c'est un joueur que j'apprécie. Lo Celso, je pense qu'il s'imposera jamais à Paris, c'est pas nécessairement, c'est pas utile de le garder. Voilà, moi je garderais Verratti, Lassana. Qu'est-ce qu'il nous faudrait aussi un joueur un peu à la Nainggolan, quelque chose comme ça. Bon, ça ressemble un peu à du Vidal, ouais, mais c'est des joueurs qui apportent énormément, déjà qui frappent. Surtout. Ah bah si, mais c'est des joueurs qui frappent. On n'a aucun milieu de terrain qui marque des buts. Enfin, Rabiot, il peut le faire, mais il le fait pas. Alors Vidal pourrait, mais ou sinon il faudrait un Pogba dans l'idéal. Mais un Pogba, déjà il veut pas venir à Paris, donc qui d'autre? Dans l'idéal, si on parle d'idéal, tu prends Kroos, tu prends Willian que tu recentres, tu prends, enfin, dans l'idéal, il y en a, mais surtout pas Nainggolan. Il y a un déficit de circulation rapide du ballon et tu veux mettre Nainggolan, oh my god. Et c'est pareil quand on parle mince, Lassana Diarra. Lassana Diarra dans une pointe basse avec deux techniciens à côté de lui, pourquoi pas? Mais Lassana Diarra dans un milieu à deux où il y a Lassana Diarra, j'aurais du mal. Alors il l'a fait à Marseille, mais le degré d'exigence, ouais, mais il l'a fait à Marseille, mais le degré d'exigence à Marseille est moindre. Il y a un moment où tu as besoin que les joueurs au milieu sachent faire circuler très rapidement la balle, savent la recevoir et la passer, ou sinon, à la limite, enfin, toi, Marco Verratti, on lui trouve des excuses à ce niveau-là, parce que des fois, il va la garder un petit peu trop, mais il va te déclencher un dribble qui va te faire gagner l'espace, mais surtout pas un Nainggolan. Bah si, pour moi, un milieu à deux, il faut que ça soit deux milieux qui sachent un peu tout faire, un peu des profils plus ou moins tous les deux un peu box-to-box. Verratti, il l'est pas trop, mais par contre, il a une qualité de passe qui compense un peu ça. Et justement, je trouve que de l'autre côté, il faut un joueur plus complet que Rabiot, qui est plus efficace devant les buts et qui est capable de défendre et d'attaquer, de porter la balle vers l'avant et de déclencher des offensives. Je me rappelle quand on jouait en 4-4-2 avec Matuidi dans un milieu à deux, ça marchait très bien. Oui, c'était sous Carlo, oui. Oui, oui, et d'ailleurs, Matuidi, c'est sa meilleure, pour moi, c'est sa meilleure saison. Exactement, il a fini avec 15 buts. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, pour moi, il a besoin d'être bien plus agile avec ses pieds que Nainggolan. Nainggolan, pour moi, ça serait vraiment un retour en arrière, à mes yeux. Bon, de toute façon, effectivement, comme vous l'avez dit en préambule, ça va dépendre beaucoup du système de jeu choisi, du type de joueur qui est préféré par le nouvel entraîneur. Donc c'est un secteur qui nécessite une profonde remise en cause, mais il est difficile de fournir des profils actuellement. Donc on va terminer maintenant par le secteur offensif. Bon là, il y a deux places qui sont déjà réservées par Neymar et Mbappé. Donc le gros problème est
le central qui doit les accompagner et puis les joueurs de complément pour l'effectif. Donc on peut penser qu'il est souhaitable de conserver Draxler à la fois par ses performances et son côté polyvalent, puisqu'il a pas été inutile lorsqu'on l'a replacé au milieu de terrain. Par contre, il semble que Pastore, à la fois soit un peu en bout de course au niveau du PSG, et que pour Cavani, même s'il a fait une première partie de saison extraordinaire au point de vue efficacité, ses qualités extrêmement spécifiques le rendent difficilement compatible avec Neymar et Mbappé, comme on l'a vu en deuxième partie de saison, et que donc lui aussi, il arrive au terme de la route commune avec le PSG. Qu'est-ce que vous pensez de ce secteur offensif et comment vous verriez ces remaniements, Clément? Alors, moi j'ai imaginé un 3-4-3 avec comme attaquant Neymar à gauche, Draxler en pointe et Mbappé à droite. Avec une animation un peu folle où justement Neymar et Draxler peuvent interchanger leur poste et où Draxler, je me rappelle, je sais plus face à qui il avait joué en faux numéro 9 et moi je l'avais trouvé très intéressant dans ce rôle-là parce que pas dans un même profil que Cavani mais en espèce de Zlatan, un peu moins à l'aise dans la finition, mais un joueur qui est capable de distiller des ballons hyper intéressants, qui en plus, avec deux joueurs très agiles comme Neymar et Mbappé, pourrait vraiment les mettre à profit, quoi. Et je pense qu'avec ce trio, on serait capable de faire de produire un jeu vraiment très léché. Je ferai aussi revenir Guedes qui, je pense, a peut-être passé un petit cap à Valence et pourrait apporter, avec son profil un peu atypique sur les côtés en tant que remplaçant Mbappé, par exemple. Et ensuite, il nous faut nécessairement un second attaquant. Donc, moi, j'aimais bien Edouard. Il avait des statistiques absolument affolantes chez les jeunes. Il avait plus de buts marqués que de matchs joués, en plus de 100 matchs joués. Alors c'était un monstre. Aujourd'hui, il a 18 ans. J'ai pas vu ce qu'il a fait dernièrement au Celtic, mais c'est un profil de joueur qui est très complet, qui avait une finition chirurgicale chez les jeunes, qui s'est un peu perdu à Toulouse, qui a eu quelques problèmes personnels, mais je pense qu'il est capable de devenir un grand attaquant, et je pense que ça peut être intéressant de le faire monter dans l'effectif pro et de lui faire acquérir un nouveau statut. Et en plus de ça, j'achèterais un autre ailier, bon, pour compenser Neymar, un peu moins cher, un profil Ligue 1 confirmé. Je sais pas, à Monaco ou à Lyon, genre Memphis, quoi, ou, je sais pas, un profil un peu comme ça. Arias? Bah oui, Cavani, voilà, mais c'est que de gâchis. Il gagne le cœur des supporters, il va gagner une chanson non pas parce qu'il arrive comme Neymar, mais parce que il est allé la chercher. Il y a une vraie symbiose entre les Sup et Cavani et il apparaît limité, il n'est pas adapté au style de jeu qu'on veut pratiquer. Alors peut-être que le coach qui viendra aura une vision très différente et trouvera Cavani très utile, mais pour Edouard, je viens de regarder pendant que tu en parlais, il a 20 ans et il a mis 6 buts en 17 matchs de championnat joués avec les Celtics cette année. C'est pas mal, hein. Oui, mais après, c'est le championnat écossais. C'est pas un championnat Chez les jeunes, c'était un monstre, hein. C'est un monstre, hein. Oui, non, je dis juste que l'écossais, c'est pas forcément le championnat où c'est plus dur de marquer des buts. Oui, d'accord, mais il est pas entouré de Neymar et autres. Arias, continue, Arias. Faut partir. Il y a cette rumeur Lewandowski, et Lewandowski serait le parfait remplaçant à Cavani, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Enfin, Lewandowski s'adapte à beaucoup plus de systèmes de jeu. Il n'est pas capable de venir proposer comme Zlatan Ibrahimovic va savoir le faire en redescendant au milieu, mais par contre, il n'a pas les difficultés chroniques que peut avoir Cavani quand il reçoit la balle dans les 20 mètres et qu'il n'est pas en position de frapper et qu'il s'agit de faire une passe.
Après, moi, il y a un joueur qui me fait rêver et que j'aimerais bien voir au milieu ou devant ou où vous voulez, qui est Willian. J'adorerais qu'on recrute ce joueur qui n'est pas toujours beaucoup utilisé par contre à Chelsea, qui arrive presque en fin de contrat, donc j'aimerais bien le voir débarquer. Il pourrait jouer quasiment partout. Il peut jouer dans un 4-3-3, il peut jouer dans un 4-4-2 en losange, il peut jouer dans un 4-4-2 à plat. Il peut jouer au milieu. Il est capable de défendre au niveau du pressing, c'est un monstre. Et s'il n'est pas élégant dans son football, qu'est-ce qu'il est... Ah là là, qu'est-ce qu'il est... Il est génial ce joueur. Il voit les passes, il est capable de faire des passes, c'est limite... C'est un mix entre Pastore et Neymar, quoi. Bon, j'exagère un petit peu, mais je suis vraiment, vraiment fan de ce joueur. Quel que soit le système, je pense que c'est un joueur qui est très facile à utiliser. Et après, voilà, quand on a Kylian, on a l'attaquant parfait pour jouer à deux attaquants, pour moi. Lewandowski, Kylian, ça fait rêver. Voilà. Tout dépendra du coach. Vraiment, tant qu'on n'a pas le coach, tant qu'on n'a pas le système, se projeter, c'est une équation à trop d'inconnus pour moi. Donc, à moins qu'on bascule dans un système de jeu de contre, où là, Cavani peut à nouveau avoir de l'intérêt, si on veut avoir un jeu un petit peu plus de construction, Cavani doit être vendu. D'autant que... Si on a un Carlo Ancelotti qui revient, Cavani à ce moment-là retrouve toute sa superbe. C'est sûr. Mais si on veut avoir un autre type de jeu, Cavani est un peu condamné par Neymar, Mbappé, et Cavani a un autre intérêt, c'est un des seuls pour lesquels on peut faire un gros transfert. Et on va avoir besoin d'argent pour pouvoir changer les choses. Donc Cavani, il doit lui rester 1 ou 2 ans de contrat, il a 31 ans, c'est le bon moment. Je crois que de toute façon, lui, il a tiré un trait, manifestement, vu son attitude sur la fin de saison. Le deuxième qui peut rapporter de l'argent et qu'on n'a pas trop envie de garder, c'est Di Maria, donc je crois que là aussi il faut s'en séparer. Et puis Pastore, si on peut faire un petit peu de sous avec, ça sera pas plus mal. Maintenant, on ne peut pas se passer d'un grand axial, d'un grand numéro 9, c'est impossible. On a bien vu depuis le départ de Zlatan qui avait d'autres qualités que celle-là, mais bon, un grand 9 qui participe au jeu est absolument indispensable. C'est pour ça que je ne crois pas trop à l'option Draxler, parce que une fois de plus, c'est de faire jouer un joueur à la place qui n'est pas vraiment la sienne. Et puis Draxler, physiquement, jamais il va être capable de jouer de haut but, jamais il va être capable de jouer en pivot, en remise, et c'est pas du tout son type de jeu. On a besoin de ça. Moi, Balotelli, il m'a fait un peu rêver hier. Bon, c'est Balotelli avec les défauts qu'il a, mais ce type d'attaquant avec un mental qui est autre que le mental de Balotelli nous ferait un bien fou. Donc je crois ça va être un des grands postes à rechercher la saison prochaine, même si quand on fait le tour, il n'y a pas beaucoup de profils extrêmement forts dans ce registre-là. Lewandowski, qui jouait beaucoup plus en appui au début de sa carrière et qui maintenant le fait un petit peu moins, mais qui reste un joueur nettement plus complet que Cavani. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, et Diego Costa, bon, maintenant il est parti et puis bon, c'est un joueur qui a aussi un registre un peu limité, mais qui serait le guerrier qui nous ferait aussi du bien pour peser sur la défense et créer des espaces pour les deux joueurs de côté. Oui, alors Kane, à mon avis, il va être intouchable. C'est un joueur qui ah oui, non, mais Kane, c'est impossible. 150 millions, c'est impossible. Intouchable. Perso, je verrais pas de progrès par rapport à Cavani avec Costa, à titre perso. Et sauf que Costa joue en pivot, joue en appui. Ouais, Costa, c'est un joueur qui peut permettre à l'équipe de remonter. Il tient bien le ballon devant. Il a pas le même registre que Cavani. Hein. Ah oui, face à nous, il nous faisait mal. Ah oui. On a besoin d'avoir une teigne comme ça. On a besoin d'avoir un joueur qui fasse mal aux défenseurs centraux. Ça nous manque beaucoup. On a des joueurs qui fuient. On n'a pas des joueurs qui vont au contact. Mais bon, comme vous dites, ça va dépendre aussi beaucoup pour tous ces remaniements de l'effectif, de l'entraîneur, de son projet de jeu, du type de joueur qu'il aime. Mais quand on fait un peu le compte, ça fait un chantier absolument énorme, d'autant qu'on a aussi encore sur les bras les prêts, Ressé, Krikoviak, dont il va bien falloir se débarrasser à un moment ou à un autre. Et je souhaite bon courage à Enrique pour pouvoir renforcer l'effectif dans de bonnes conditions en faisant face aux contraintes du fair play financier. Bon, ça va nous occuper tout l'été, donc on aura le temps d'en reparler. Voilà, vous aviez... Allez-y, Clément. Il y a la Sina Traoré aussi, qui est disponible, 2m10, qui faut au moins 150 kilos.
Ah, On va peut-être le laisser pour le basket, celui-là. On va peut-être le laisser pour le basket. Mais ouais, Balotelli, il y en a qu'un seul dans le genre de Balotelli, et c'est Balotelli, c'est un joueur extraordinaire, et pour l'instant, peut-être encore un petit peu ingérable. Enfin, avoir réussi à le gérer à Nice. S'il venait à Paris, il y aurait une vraie prise de risque. Parce que Paris c'est Paris et que c'est un joueur qui est très sensible au chant de la nuit, au chant des bêtises. Il a sans doute mûri, mais est-ce qu'il est prêt à être à Paris? Je sais pas. Maintenant, j'aimerais juste toucher un petit mot sur Javier Pastore qui de toute évidence va partir, mais qui est un joueur qui nous a fait rêver, qui est un joueur qui nous a qualifiés en Ligue des Champions, qui est un joueur qui a subi les blessures, qui a subi les colibés de ses entraîneurs. Je pense notamment à Laurent Blanc, qui a eu des déclarations vraiment dégueulasses à son égard, qui est un joueur qui a eu la majorité de sa carrière à Paris une attitude irréprochable, et auquel on a dit, au suite de son retard, parce que son retard, on dit que c'est sa femme, mais a priori, ce serait peut-être autre chose. C'est peut-être, il y a eu une discussion avec Emery qui a peut-être eu lieu et qui commence à sonner comme vrai, où clairement, il lui a été dit qu'on ne comptait plus sur lui. Et, euh, et, euh, et ça semble se confirmer. Et c'est un joueur qui sans jamais vraiment avoir eu sa chance à Paris, nous a fait gagner des matchs et des matchs importants. Et ce sera avec une pincée au cœur, et ce sera un joueur que je suivrai toute ma vie. Quand j'en parle, là, enfin, ça m'émeut. Euh, Parce que vraiment, c'était un joueur extraordinaire, et il y a eu une suite de mauvais rendez-vous, que ce soit les blessures, que ce soit les coachs qui ont fait qu'il n'a pas été utilisé dans son plein potentiel. Peut-être aussi que c'était un joueur d'un autre temps, mais ça, je pense pas, parce que Palerme, il était sublime, et je pense que s'il va aller à l'Inter, il va de nouveau enchanter l'Inter, et je serais très triste de le voir partir. Ouais, ce joueur, c'est le football. Oui, on sera tous tristes parce que c'est un joueur qui nous a fait rêver, mais bon, malheureusement, comme tu dis, moi j'ai toujours été persuadé que c'était un joueur d'un autre temps, à l'époque des numéros 10, vraiment les numéros 10, à qui on confiait les clés du camion. Et dès qu'il a eu devant lui dans l'effectif des joueurs comme Neymar ou des joueurs comme Zlatan, et ben il a toujours pâti de la comparaison et a toujours été laissé un peu sur le côté pour laisser la place à ces joueurs-là. Bon, j'espère qu'il trouvera. Il n'y a vraiment pas eu que ça, Olivier. Pardon? Il n'y a vraiment pas eu que ça. Il y a vraiment Oui, pas sûrement, eu que sûrement. Il y a des Zidane, parce que Zidane est. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre avant que Zidane et Pastore n'arrivaient pas à jouer ensemble au début, mais ils avaient fini par réussir à jouer ensemble, et ils avaient fait notamment quelques grands matchs ensemble sur la fin. Il y a eu les blessures et il y a eu Laurent Blanc. Souvenons-nous de cette déclaration où Javier Pastore était titulaire pour la première fois depuis longtemps sous Laurent Blanc, et Laurent Blanc qui a déclaré: le retour de l'ordre va bientôt arriver, en pensant que effectivement Matuidi, qui était blessé à l'époque, allait revenir pour mettre Pastore sur le banc sans même réfléchir. C'est-à-dire que, enfin, il y a eu les blessures, il y a eu Laurent Blanc. Avant qu'il y ait joueur, il y a vraiment eu ces deux choses-là, moi, je crois. Je te laisse tes appréciations sur Laurent. Je pense que c'est un problème un peu plus complexe que celui-là. Et bon, mais ça restera un grand regret de toute façon que cette aventure se termine en queue de poisson, et surtout sur une rentrée qui a été un peu pathétique lors du 8e de finale contre le Real. C'est dommage de l'avoir vu finir, si c'est son dernier match au PSG, de l'avoir vu finir de cette façon-là. Voilà, nous arrivons au terme de ce podcast. On vous remercie de l'avoir écouté, on l'espère jusqu'au bout. On va rentrer maintenant dans une trêve internationale d'une quinzaine de jours, et pour le PSG, la compétition ne reprendra que le samedi 31 avec le dernier, entre guillemets, sommet de la saison, la finale de la Coupe de la Ligue face à un Monaco qui est plutôt bon actuellement. Alors comment vous voyez ce match et quel est votre pronostic? Drayas, tu commences. Monaco n'est pas Nice. Monaco, c'est un jeu qui est beaucoup moins léché et beaucoup moins joli à voir que Nice. Monaco n'a pas Seri, Monaco n'a pas Balotelli. Mais Monaco est une équipe qui est peut-être plus efficace que Nice, qui est plus clinique. Jardim est un coach simpliste, il pratique un football simple, mais football qui marche très très bien. On l'a vu se faire dépouiller saison après saison, et il continue de rester un coach qui compte, parce qu'il est, après un très mauvais départ, il est deuxième et bien installé à la deuxième place de la Ligue 1. Donc ça va être une confrontation musclée. Je pense quand même que nous allons gagner. L'avantage à domicile va compter. Je vois un 2-1 en notre faveur. On ne sera pas à domicile, hein, ça se joue à Bordeaux. Ah oui, pardon, oui, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Je confondais avec le championnat. Ah oui, la finale de la Coupe de la Ligue.
je reste sur mon 2-1 parce que je veux voir Paris gagner de toute façon. Oui, ce qu'on peut dire aussi pour Jardim, c'est que c'est aussi un coach qui aime bien étudier le jeu de l'adversaire et qui sait souvent très bien s'y adapter. Et sur le plan tactique, c'est quelqu'un de très compétent. Et donc, je pense qu'il a remarqué comme nous que ça grinçait un peu côté jeu collectif du PSG et on peut craindre qu'il trouve quelques parades à tout ça. Clément, comment tu vois le match et ton pronostic? Un peu pareil. C'est vrai que Jardim, c'est un entraîneur qui est très compétent, qui me fait penser, alors avec un peu plus de folie, à Ranieri, qui est un fin tacticien. Je pense que ça va pas être un match facile parce que Monaco, je pense qu'ils ont laissé passer le train pour le titre en Ligue 1, mais je pense qu'ils vont jouer leur coup à fond. Ça risque d'être un beau match, un peu comme en début de saison pendant le Trophée des Champions. Ça risque très engagé. Je suis assez hésitant sur mon pronostic. Je pense que effectivement ça va finir en 2-1, mais très accroché. Oui, moi je suis assez pessimiste sur ce match parce que je trouve que les parcours respectifs des deux équipes sont un peu en train de se croiser. Monaco fait une bonne fin de saison alors que nous on finit un peu en roue libre. En plus, on va avoir 15 joueurs qui vont être engagés dans les matchs internationaux avec des grands déplacements. Dans quel état on va les récupérer? Je donnerai pas de pronostic, je laisserai simplement libre cours à mon inquiétude pour le résultat de ce match. Je te trouve pas très très juste sur. Je pense que tu mélanges trop le match du Real avec le parcours à domicile. On a tout gagné. On roue libre, on gagne. On a à ce stade le record de points de Ligue 1 depuis que les matchs sont à 3 points. Jamais aucune équipe n'avait eu autant de points à ce moment-là de la saison. On enchaîne victoire sur victoire. Donc sur la scène française, on n'est pas en roue libre, quoi. Faut pas. Je trouve ça exagéré. Ouais, personnellement, je craignais plus le dépassement à Nice que celui-là. Oui, moi aussi. Nice est une équipe qui me fait plus peur. Déjà Nice a montré un certain nombre de nos insuffisances. Ensuite, contrairement à ce que tu répètes, nous ne sommes pas à domicile. Nous allons jouer ce match sur terrain neutre à Bordeaux. Je voulais dire la scène française. Oui, la scène française. Et c'est le sentiment que j'ai. Après, je souhaite bien sûr que le PSG gagne la Coupe de la Ligue, mais je ne suis pas très rassuré. Ils viennent de récupérer Falcao. Jovetic qui est quand même un très bon joueur, on l'a vu. Non, ils ont quand même beaucoup d'atouts, donc ça va être en tout cas un match disputé et qui sera intéressant à voir avant une fin de saison qui risque de l'être moins. Voilà, c'est sur ce pronostic que va se terminer notre podcast du jour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'enregistrement de tous les podcasts, de nos articles, dossiers, billets d'humeur sur notre site leclubpaname.fr. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonsoir Clément. Bonne soirée. Bonsoir Drayas. Bonsoir tout le monde, bonsoir Clément, bonsoir Olivier. Ciao. À très bientôt, bonsoir. Salut.